La mine, paysages durs et sombres où la poussière noire recouvre tout. La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles. Mais la mine, qu'est-ce encore? Surtout et avant tout des hommes. Ces hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre. Poussière de charbon qui de mois en mois pénètre dans les poumons. Ces hommes, ce sont les mineurs, à tout demander et qui ont tout donné. Les grèves héroïques de 41 qui entravèrent la guerre des nazis. Les combats de 44 qui firent plus proche la victoire. Et enfin l'extraordinaire période qui suivit la libération, la bataille du charbon. Alors qu'en 1919, il avait fallu 5 années pour compenser la perte causée par la guerre, en 1945, moins de 2 années suffisent à combler le retard. Les mineurs relèvent la France avec leurs pics, avec leurs bras, avec leur cœur. Et cette période d'enthousiasme et de courage, c'est celle que choisit Daniel Meyer pour traiter les mineurs de roupions. C'est celle que choisit Schuman pour leur reprocher de travailler le dimanche. Quel respect brusquement pour les droits syndicaux. Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que le charbon américain offre ses avantages à tous ces affairistes? Encore une fois, il n'y a plus de sens politique dans la tête d'un mineur de fond que dans celle d'un politicien. Car, quoi qu'il puisse advenir de la production minière française, l'effort des mineurs est méconnu, bafoué, saboté par le gouvernement. Leurs délégués sont arbitrairement chassés. Par des décrets de brimade, le ministre Lacoste les exclut du contrôle des caisses de sécurité. La sécurité dans la mine, précaution indispensable dont dépend l'existence de milliers d'hommes, est insuffisamment assurée. Courrières, petites rosselles, liévins, des blessés affreusement mutilés, des corps écrasés, brûlés, martyrisés. Ce métier, le feriez-vous, messieurs les politiciens? Le feriez-vous pour ce salaire de misère? Le feriez-vous pour 14 300 francs par mois? Les mineurs sont écœurés par toutes ces ignominies. Les organisations syndicales décident un référendum. Les ouvriers chrétiens, les ouvriers FO et la CGT sont en plein accord. Les traîtres osent parler de mouvement politique alors qu'on ne demande qu'un minimum vital indexable, alors qu'on livre de quoi manger tous les jours. Cette grève est juste, cette grève est unanime, elle est votée à 90% des voix. Cependant, la sécurité est assurée partout. Le mineur aime sa mine, il connaît ses responsabilités. Les coqueries sont entretenues avec soin, avec un soin qui montre la bonne volonté et la conscience de tous. La grève s'étend rapidement sur l'ensemble des bassins miniers. Les émissaires à vélo qui remplacent dans le nord les classiques tambours de ville annoncent les réunions. Les délégués expliquent, commentent, analysent les faits. Tout se passe dans le calme. Et dans les rues, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux affirment leur droit à la vie, manifestent fraternellement leur enthousiasme pacifique. Dès le début de la grève, la solidarité de la France entière se manifeste avec force. Toutes les couches sociales apportent leur aide, sachant bien que les justes revendications des mineurs, ce sont les justes revendications de tous. Des paysans, comprenant combien le sort de l'ouvrier est lié au leur, envoient des vivres de toutes sortes, car ils savent bien qu'aider les mineurs, c'est défendre leur propre cause. Les petits commerçants ferment leurs boutiques, marquent leur entière approbation. Et dans tout le pays, un magnifique élan soulève les honnêtes gens. Tous les gosses, les pauvres gosses des mineurs qui souffrent injustement, sont accueillis à bras ouverts, réclamés par le peuple de la France. Qui, selon l'expression même de Jouot, espérait laisser pourrir la grève, est obligé de constater que l'entraide et la solidarité de tous
permettent aux mineurs de tenir. Et plein de fureur, il dépêche ses ambassadeurs habituels. Et ces images imposent un terrible rapprochement. Des enfants qui fuient et des soldats qui montent, images de guerre. Images de la guerre que le gouvernement déclare au peuple. Il rappelle des classes et envoie sur place le grand déploiement de force. Un véritable état de siège est organisé. Pourtant, les mineurs ne se laissent pas impressionner. Dans le calme et l'union, la grève continue. Mais le gouvernement ne se contente pas de menacer. Le 7 octobre, à Merlebach, le mineur Jean Sec est tué à coups de crosse. Et l'indignation monte dans toutes les poitrines. Parce que pour le peuple, la vie d'un homme, c'est quelque chose, monsieur Moche. Quelque chose de plus important que votre prestige gouvernemental. Et pour protester contre cet assassinat et les provocations policières, la Fédération des mineurs décide de suspendre la sécurité pendant 24 heures à titre d'avertissement. Et c'est vous, monsieur Moche, qui en portez la responsabilité parce que c'est vous qui l'avez cherché et provoqué. Le jour même de cette décision, se servant de ce prétexte, le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. 2 hommes meurent sous les balles. La police lance des bombes lacrymogènes importées d'Allemagne. Les mineurs aux mains nues ripostent avec ce qu'ils peuvent. Dans cette lutte inégale, ils parviennent encore à rendre coup pour coup avec ces armes improvisées. Et on trouvera des tribunaux, on trouvera des juges pour condamner ces hommes que l'on accuse d'avoir utilisé des armes à feu. Moche le menteur tente d'assassiner aussi la vérité. Mais des honnêtes gens qui ont vu les faits réagissent et protestent. Paris Presse, France Soir, France Dimanche, Libération, Combat, Télé Express, Pâté Journal. Seule la police a tiré. Courageusement, des journalistes l'affirment et le signent. Et les blessés sont là, meurtris et pâles, qui le prouvent. Avec ce qui a été dépensé pour briser la grève des mineurs, on aurait pu donner satisfaction à leurs revendications pendant 4 ans. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de prime à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Mais la colère est dans leur cœur. Et la grève continue. Et les mineurs se défendent avec acharnement contre les furieux assauts des mercenaires déchaînés. Conséquence directe du plan Marshall, le matériel et les équipements américains finissent par avoir raison des boulons, des morceaux de bois et des pierres trouvés sur place par des hommes totalement désarmés. Les CRS parviennent à envahir les mines. C'est l'occupation, comme au temps des Boches. Mais ce ne sont pas les CRS qui peuvent faire remonter le charbon. Pour Moche, tous les moyens sont bons, même les plus ignobles. Laissant libre cours à sa xénophobie, oubliant les monuments aux morts de la résistance qui portent tant de noms à consonance étrangère, il offre aux ouvriers étrangers ce dilemme machiavélique. Le travail du briseur de grève ou la frontière. Pour les Espagnols antifascistes, c'est la mort. Parfois, devant les tanks, les travailleurs de la mine sortent des puits, drapeaux en tête. Au puits Renard, le gouvernement prétend cesser toute exploitation. Puis il lance la fable de la reprise du travail.
Mais il paraît que ce n'est pas si facile. Les mineurs n'ont pas cédé. Ils protestent, ils serrent les dents. Ils tiennent le coup. Parce qu'ils ont conscience de lutter contre la misère. Pour leurs revendications, pour la cause de tous les travailleurs. Pour la cause de la nation tout entière. La lutte des mineurs est la vôtre. Elle est la nôtre. Et c'est pourquoi plus que jamais la solidarité doit les soutenir. Donner pour les mineurs, c'est donner pour soi-même. Garder leurs enfants, c'est protéger l'avenir de ses propres gosses. Prenez garde. Tremblez, profiteurs et vendus. Le peuple vaincra. Il passera sur tout, sur vos chiens, sur vos tanks, sur vos mitrailleuses. Il passera, que vous le vouliez ou non, parce qu'il est le progrès, parce qu'il est l'avenir, parce qu'il est la vie même, et parce qu'il est comme elle inébranlable et invincible.